Je suis médecin hospitalier suspendu depuis le 15 septembre 2021. Je ne suis pas la seule, il y a aussi tous mes collègues soignants dans le même cas que moi, suspendus car ils ont refusé la vaccination obligatoire et n'ont pas voulu donc se vacciner. Voilà, donc on est aide-soignant, infirmier, secrétaire médical, on est plusieurs dans le même combat. Et en tant que médecin, je voulais leur rendre hommage et c'est pour ça que vous allez voir cette deuxième partie de soignants avec bien sûr un avant et un après la suspension. Oui, je suis Franck, je suis infirmier depuis 10 ans. Je travaille dans la fonction publique depuis 23 ans, dans différents postes. C'est pas par hasard que vous faites ce métier, c'est un choix réfléchi, j'imagine. Ah oui, c'est le seul métier où je me sentais vraiment bien, quoi. Voilà. D'accord. Le fait d'être d'aider les gens, et c'est quelque chose d'important pour vous dans le choix de ce métier. Oui, je me sentais vraiment bien. Bonjour, je suis Coraline, infirmière depuis 10 ans, 5 ans à l'hôpital et 5 ans en libéral. Et vous avez choisi ce métier pourquoi ? Pour être proche de l'humain, pour être au service des autres, avoir l'impression, oui, d'être utile, avoir l'impression d'être là pour quelque chose, d'amener sa pierre à l'édifice. On a l'impression que d'évoquer finalement ce travail par vocation, c'est déjà douloureux là d'en parler. Ouais. Ben oui, parce que je suis dans le chantage de l'injection, du coup je ne peux plus exercer ce qui me faisait me lever le matin, ce qui faisait que je rentrais contente de ma journée de travail et d'avoir pu être là pour les gens. C'est juste bête, mais par exemple en libéral, on va pas juste faire une piqûre à quelqu'un ou donner des médicaments. On peut s'arrêter avec quelqu'un, on peut être la seule personne qui voit dans la journée. On boit le café avec et c'est quelque chose qui apporte autant à la personne et à moi ça m'apportait pareil. Donc c'est un métier qui va au-delà du soin, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc je suis très émue effectivement de plus pouvoir l'exercer et je sais pas si je pourrais à nouveau l'exercer. Donc je suis beaucoup dans l'émotion effectivement. C'est normal, hein. Ça se comprend, c'est légitime. Donc merci à vous. Vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je suis aide-soignant en psychiatrie. Ça va faire bientôt 15 ans que je travaille là-bas. J'ai commencé en tant qu'ASH et là, depuis 3 ans maintenant, je suis aide-soignant. J'ai toujours voulu faire ça en fait. Depuis petit, j'ai eu une fracture en fait et ça m'a permis de connaître l'hôpital et en fait, ça m'a motivé à prendre cette voie-là en fait. Quand j'ai vu les infirmières autour de moi qui s'occupaient, qui prenaient soin de moi et tout ça, donc ça m'a donné envie de faire cette voie-là. Donc je suis rentré en tant qu'ASH parce que j'avais raté mes concours d'infirmière à cette époque et l'envie de progresser dans la hiérarchie et voilà. Et j'ai envisagé de continuer maintenant sur infirmier. D'accord. Donc vous continuez à réparer votre fracture. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est courageux aussi parce que travailler en psychiatrie, c'est quand même difficile, hein. Et donc on imagine que c'est quand même, je pense quand même une vocation ou en tout cas un métier choisi, quoi. J'y suis rentré totalement par hasard avec l'opportunité. Et vraiment, une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est vraiment cette famille en fait qui s'est dégagée, que ce soit du côté patient, la façon dont on les accompagne ou alors les collègues, la solidarité qu'on peut trouver. Je m'y suis senti bien de suite en fait. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, oui, je m'appelle Vanessa, donc je suis infirmière en psychiatrie depuis maintenant 4 ans. D'accord. Et avant, vous étiez déjà dans le milieu soignant ou non ? Alors, j'étais secrétaire médicale pour des raisons financières, puisque j'avais toujours voulu être infirmière, mais il fallait que je puisse essayer de financer un minimum mes études, puisque la vie n'a pas forcément été facile dès le départ, donc j'ai travaillé pour pouvoir du coup faire mes 3 ans d'études donc en école d'infirmière.
ce qui m'avait demandé des sacrifices personnels et financiers pour du coup réussir à être infirmière, puisque ça a toujours été ce que je voulais être. Voilà, attirée du coup par ce monde humain, aider les gens à être proches des gens. Donc voilà, j'ai été diplômée. J'ai été très déçue déjà en fait dès le départ de voir certaines fois le manque d'humanité dans ce monde justement peut-être que j'idéalisais. Et je suis j'ai atterri en psychiatrie un peu par hasard où j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, du coup, pour ce métier puisque j'avais vraiment l'impression que j'étais utile et qu'on me le rendait bien. Vous avez trouvé votre place et vos valeurs. C'est ça. Au départ, il y a 1 an, on travaillait avec pas le matériel qu'il fallait, le masque, on n'avait pas des blouses, on avait pas de surblouses. Voilà. Donc après, on a travaillé, on a commencé à avoir le matériel bien après. Donc on avait aussi les consignes, c'était que si on était positif et asymptomatique, on était obligé d'aller travailler quand même. Vous pouvez nous expliquer donc qu'est-ce qui s'est passé là le 14 septembre? Bon, le 14 septembre, c'est que j'ai pas voulu me faire injecter, voilà, du produit pseudo-vaccination, et en arrivé au 15, on devait avoir la première injection de fait pour pouvoir continuer à exercer, et c'était pas mon cas. Vous avez reçu un courrier, vous avez été convoqué? Bon, ça a commencé 10 jours à peu près avant le 14, j'ai eu plusieurs appels de la direction, de ma cadre, des courriers, j'ai senti ça comme une sorte de harcèlement moral. Voilà, et j'ai même fait un effet indésirable la semaine d'avant pour dire mon ressenti, que je sentais comme un harcèlement moral. Alors quand vous dites effet indésirable, c'est-à-dire vous avez déposé... Oui, c'est des déclarations qu'on fait au niveau des structures pour expliquer les dysfonctionnements ou le mauvais fonctionnement de certaines pharmacovigilance, hémovigilance, et là c'était au point de vue de la structure et de l'administration, quoi. Je sentais que je voulais pas me faire injecter et que la direction avait une pression, me mettait une pression aussi pour pouvoir organiser et me mettait en même temps une pression pour pas perdre un employé, un infirmier, quoi, ou autre. Donc ça a été difficile à vivre cette période, j'imagine. Les 10 derniers jours c'était très difficile à vivre, voilà. Donc vous avez été suspendu le 14 septembre. Comment ça s'est passé? Vous avez reçu un courrier? J'ai reçu un courrier donc de l'infirmière que je remplace qui m'annonce que voilà, si je suis pas dans les clous de la loi au 15 septembre, je pourrais pas réintégrer le cabinet. Mais voilà, avant ça, je suis suite à tout ça, je suis en arrêt de travail en fait. Voilà, en burn-out, je sais pas comment on peut le qualifier, mais voilà, j'arrivais plus à travailler, quoi. Non, j'arrivais plus à travailler. Pourtant, je voulais rester jusqu'au bout avec les patients, mais voilà, quand on pleure chez chaque patient, quand on sait même pas quelle route on prend, quand on travaille et on risque de finir dans le fossé, je suis allée consulter et je suis tombée sur un médecin compréhensif et qui m'a écoutée. Donc là, alors, juste pour qu'on comprenne bien, vous êtes en arrêt de travail ou vous êtes suspendu ou les deux? Je n'ai pas officiellement je sais même pas moi-même mon statut là. Pour l'instant, je suis en arrêt de travail, mais vu que j'ai eu le courrier de l'infirmière que je remplace qui me dit qu'au 15 je dois être injectée, sinon plus impossible de travailler. Je sais pas actuellement. Je pense que c'est l'arrêt de travail qui fait foi, mais et suivi d'une suspension, quoi. Voilà, on peut imaginer. Ouais. Donc vous savez même pas exactement quel statut vous avez, quoi. Non, c'est particulier. Et là, qu'est-ce qui s'est passé le 14 septembre? Nous, ça a commencé un petit peu avant le 14, donc avec cette vague de Covid. Mon unité a été transformée en pavillon septaine. Donc, en fait, ça nous a chamboulé totalement la prise en soin. Le côté psychiatrique a totalement été abandonné pour laisser place à cette septaine. Donc déjà, je commençais à m'y perdre en fait. C'est quoi? Vous pouvez expliquer? Une septaine, c'est tous les patients qui rentraient dans notre unité étaient fermés à clé dans leur chambre pendant la première fois, c'était 15 jours.
pendant 15 jours avec surveillance des symptômes pour voir s'ils n'avaient pas de température ou de signes de Covid. Et en fait, tout l'aspect psychiatrique était laissé de côté. Il y avait un psychiatre qui passait les voir 10 minutes environ par jour pour qu'ils puissent s'exprimer, plus nous, les soignants, qui passions régulièrement. Mais la maladie en soi était totalement mise de côté et on prenait en soin qu'à partir de 15 jours, en fait, l'état psychiatrique de la personne. C'est-à-dire que on les mettait entre guillemets quarantaine oui. Pendant 7 jours. 14, pour commencer. 14, excusez-moi. Quelle que soit la pathologie psychiatrique, on les prenait pas en charge, quoi, finalement, correctement. Non, correctement. Je critique pas le personnel médical, on a tous fait ce qu'on pouvait, mais les mesures gouvernementales étaient telles que la maladie psychiatrique était du second plan. Il n'y avait pas c'était d'abord le Covid. On surveillait les symptômes et si vraiment il n'y avait pas de Covid, on passait en unité de soins. C'est-à-dire que voilà, avant d'être quelqu'un qui entend des voix, pendant 15 jours, il était tout seul dans une chambre. Enfermé dans sa chambre, voilà. À clé. Oui, avec une sortie, voilà, on essayait de les faire sortir pour ceux qui fumaient au début et pour tout le monde ensuite. Mais voilà, déjà cette prise en soin m'a été très très compliquée. Donc il y a eu beaucoup de pression et finalement depuis, vous dites... depuis le début de la crise du Covid, donc ça fait des mois et qui s'est accentué, j'imagine, les dernières semaines. Donc là, vous êtes en arrêt de travail, mais vous allez être suspendu ou comment ça se passe? Vous avez un contrôle? Vous avez reçu un courrier? Alors, c'est la fête aux recommandés. On a des recommandés tous les jours. Voilà, qui nous met toujours encore un peu plus la pression. Effectivement, du coup, j'étais en arrêt maladie. J'ai quand même reçu aussi, comme certains de mes collègues, en fait, puisque je pense que c'était pas au cas par cas, mais c'était des courriers de masse, ma suspension. Puis ensuite, 2 ou 3 jours après, un autre recommandé qui disait que s'ils annulaient, ils suspendaient ma suspension puisque j'étais en arrêt maladie, voilà, mais jusqu'à la fin de mon arrêt maladie, qu'après, du coup, je serais suspendue. Donc voilà, pas de coup de téléphone, ni de ma direction, ni de ma hiérarchie, personne, ni pour savoir au-delà de, je m'attends pas forcément à savoir comment je vais, mais ne serait-ce que pour ces décisions, voilà, on a reçu que des courriers, des recommandés, voilà, amenés par le facteur. Donc c'est très violent. Comment vous vous sentez là actuellement? Je aussi en fait, je pense comme beaucoup de monde en fait, entre tristesse, colère, haine, incompréhension. C'est violent, mais oui, c'est violent pour moi. C'est violent aussi du coup pour l'entourage familial, puisque moi j'ai aussi de la chance puisque mon conjoint me soutient. Mais effectivement, c'est très violent parce que on est complètement coincé. Moi, je parle pour la fonction publique, mais on est coincé. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a des crédits immobiliers, on a des factures. Je trouve que c'est complètement inhumain, voilà, de cette menace en fait, de nous obliger à nous injecter quelque chose dans notre propre corps, soi-disant pour notre santé, alors que voilà, on n'a plus de choix puisque c'est ça, ou sinon nous n'avons plus du tout de salaire, sachant pertinemment qu'aujourd'hui, quelqu'un sans salaire et sans aide de l'État, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune indemnité quelconque, quoi. Aucune indemnité. Chômage ou autre, quoi. Voilà. Oui. Donc sans salaire, sans possibilité pour l'instant, on attend puisque notre situation m'alerte, en tout cas pas ma direction. Donc on a aucune réponse. Mais normalement dans la fonction publique, en tout cas de ce qu'il était avant, quand on appartient en fait à la fonction publique, on ne peut pas travailler ailleurs. Ça pose aussi des problèmes, mais je me suis renseignée à continuer à me renseigner, à avoir la vraie réponse, mais a priori je pensais même pouvoir aussi me reformer, faire une formation dans autre chose. Je ne peux pas passer par une formation par moi-même, voilà. Je suis a priori obligée de passer par un système bien propre à la fonction publique et qui ne sera forcément pas accepté puisque je serai suspendue. Ouais, donc vous vous sentez un peu bloqué, quoi. C'est ça, pris au piège comme un animal. Comment vous voyez l'après? L'après, on a toujours un peu d'espoir que le gouvernement fasse une marche arrière. Voilà, après, je me dis, pour l'instant, je ne suis pas payé, donc je verrai les finances au fur et à mesure s'écrouler. Et après, je vais essayer de refaire une reconversion. Voilà, essayer de trouver une reconversion, mais actuellement, on est suspendu, on ne peut pas travailler à côté. C'est un peu un flou. C'est vrai que tout le monde pose la question. Je sais pas. J'ai l'espoir de me dire que je pourrais reprendre ce métier, malgré encore une fois me tient beaucoup à cœur.
j'ai espoir en ça, même si c'est pas demain, j'espère que c'est après-demain. Mais en attendant, beaucoup de mal est fait, mais bon, soit. Et voilà, je pense peut-être à me reconvertir, à me mettre plus ouvert, je crois beaucoup que, voilà, une alimentation saine, à quelque chose de sain, à cultiver chez soi. Moi, je peux le faire. Voilà, j'ai un grand terrain où je peux potentiellement être autonome dans tout ce qui est alimentaire. Pourquoi pas m'orienter vers ça pour en vivre un jour, mais ça c'est moi, et c'est une petite minorité de personnes qui est comme ça, parce que voilà, quelqu'un qui vit en appartement, il n'a pas la possibilité de se dire ça, donc voilà, puis on croule tous sous les crédits, donc voilà, c'est très dur, mais moi j'ai peut-être cette chance-là de pouvoir, puis d'avoir un compagnon qui m'épaule énormément et qui me comprend, parce qu'on oublie aussi que dans beaucoup de couples, dans des familles, en amitié, ça déchire plein de monde, et voilà, donc l'après, voilà, c'est un gros point d'interrogation, un gros flou, mais j'y crois quand même. Oui, c'est pas qu'une suspension de poste, c'est un déchirement psychologique, familial, amical, une remise en question. C'est la vie qui est plus pareille, hein. Moi j'ai plus ma joie de vivre, je pleure tout le temps, j'ai envie de parler avec personne, voilà, je me force à essayer de parler, d'appuyer du bouton, j'y arrive pas. Donc, ouais, c'est la vie qui s'écroule. On nous met un genou à terre, mais j'ai vraiment espoir qu'on se relève et que les gens s'éveillent, les gens se réveillent. Pas seulement pour soutenir les soignants, mais pour soutenir tout le monde, parce que ça arrive en fait, hein. C'est pas seulement ici, c'est pas seulement les soignants qui vont être touchés. Il y a des projets de loi en cours. Regardez la Nouvelle-Calédonie, c'est passé l'obligation vaccinale pour tous les adultes, donc voilà. Mais à côté de ça, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de voir la lumière au bout du tunnel. Donc c'est un combat, un espoir qui ne concerne pas que les soignants, quoi. C'est un combat que vous faites pour tout le monde, quoi. Pour les libertés, pour la vie, pour les enfants, pour l'avenir, pour tout. Est-ce que je peux vous demander comment vous envisagez l'après? Je dirais que comme j'ai pas mal de troubles du sommeil, j'ai du mal à envisager l'après, en fait. D'un côté, je me dis que j'ai envie de me faire vacciner pour être tranquille. D'un autre côté, j'ai pas envie de lâcher le combat parce que ce serait aller contre ce que je pense. Mais j'ai 3 enfants, une mariée, des crédits. Donc voilà, je vais lutter tout ce que je peux. Mais honnêtement, j'arrive pas à envisager autre chose que la vaccination obligatoire à la fin, en fait, et contre mon gré au final aussi. Donc du coup, il n'y a pas de bonne solution, quoi. Non. Ouais. Puisque même en étant vacciné et en retournant au travail, je sais que je serai pas du tout le même soignant que ce que j'ai été hier, en fait, puisque je fais quelque chose que je ne veux pas pour garder mon emploi, et la pression de la hiérarchie me montre que je n'existe pas vraiment, en fait. Donc je vais me concentrer sur ce qui est l'essence de mon travail. L'essentiel, c'est le patient, mais par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire tout ce qu'on pourra m'imposer autour, je sais que je rentrerai pas dans ces cases. Donc mon futur en tant qu'infirmier, j'y mets une croix dessus parce que je sais que la hiérarchie ne m'encouragera pas et ne me financera pas vu que je suis un opposant. Donc voilà, je suis un anti-vax, puisque c'est comme ça qu'il faut qu'on s'appelle aujourd'hui, alors que je suis anti ce vaccin et cet essai thérapeutique. Ouais, donc on laisse échapper des vocations et des gens qui auraient pu aider les patients, ouais. L'après, c'est une bonne question. Je pense que c'est flou. C'est flou pour beaucoup de monde. Personnellement, ça peut changer, mais voilà, l'état dans lequel moi je suis aujourd'hui, ça ne me donne plus envie. En fait, j'ai fait énormément d'efforts, énormément de sacrifices. Ça a enlevé toute ma joie de vivre, tout mon amour pour mon métier. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je pense clairement à une reconversion dans un domaine totalement différent. Peut-être pas plébiscité comme le monde de l'humain, mais quand je vois le monde humain, soi-disant comme il est aujourd'hui, ça me donne plus clairement envie d'y participer. Est-ce que vous vous considérez comme un homme courageux actuellement?
Oui, parce que je vais jusqu'au bout de mes pensées. Je pense que c'est une pensée juste. Voilà, et j'irai jusqu'au bout du combat où je peux aller, quoi. En tout cas, c'est une pensée que vous avez le droit d'avoir. C'est la liberté d'expression Oui, et je de suis pas penser. je suis pas du tout anti-vaccin, je suis pas contre ceux gens qui sont vaccinés, mais c'est contre le système qui est incohérent, quoi. Une dernière question. Est-ce que vous vous considérez comme une femme courageuse? Oui, peut-être de porter ces idées-là. Je pense que oui, parce que, enfin, encore une fois, je veux pas jeter la pierre sur ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut, on est restant humble, mais je pense qu'il faut un peu de courage pour pouvoir, voilà, arriver, aller au bout de ses idées et en assumer toutes les conséquences. Ouais, je pense. Donc vous aurez gagné votre fierté ou votre dignité, vous l'aurez pas perdue en tout cas. Ouais. D'accord. Et donc si on comprend bien, vous pourrez accueillir dans votre grand terrain tous les soignants qui n'ont plus de toit, c'est ça? Ah oui, avec plaisir, oui. Donc on reste solidaire et on reste Tout à humain. fait, on reste unis, l'union fait la force. Merci. Et une dernière question, est-ce que vous vous considérez comme un homme courageux? Non, parce que justement, ce combat m'épuise et je sais que j'essaie de le mener à bout, mais mentalement, il m'épuise. Donc du coup, non, je me sens pas courageux en tout cas. Est-ce que ce combat, vous le menez quand même pour vos enfants? Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, quand on voit ce gouvernement qui est un rouleau compresseur et qui on est obligé de faire la carpette parce que dès qu'on est une voix, on s'oppose à ce qu'ils disent, on devient des complotistes, on devient des maltraitants, on met en gage notre savoir-faire et notre savoir-être. Donc en fait c'est ça, on devient des parias. Donc non, c'est dur d'être courageux quand on sait ce qui nous attend derrière. Oui, finalement, on vous reproche ce qu'on vous fait subir, quoi. Tout à fait. Bon, ben merci d'avoir témoigné très courageusement. Merci. Alors, est-ce que vous vous considérez comme une femme courageuse? Courageuse personnellement, je pense pas, mais je pense qu'en fait c'est un minimum de courage de plusieurs personnes qui a fait la force en fait. Le fait d'être soutenu par beaucoup de monde, par beaucoup de nos collègues, et je pense que c'est ça en fait qui nous insuffle le courage à chacun. Alors soutenu par un grand nombre de vos collègues, mais un grand nombre de vos collègues non vaccinés, soignants, est-ce que vous pouvez préciser? Bon, la plupart effectivement des collègues non vaccinés, mais j'ai aussi également des collègues qui se sont fait vacciner, vraiment fait le couteau sous la gorge, qui ne voulaient vraiment pas et qui ne voyaient pas d'autre solution, qui l'ont très mal vécu, mais qui sont vaccinés. Voilà, j'ai reçu des messages effectivement de soutien et de compréhension de la part de ces collègues-là aussi. Et je pense qu'en fait c'est tout ça qui fait que ça nous donne la force de vraiment du coup tenir à nos convictions. On dit pas non juste pour le plaisir de dire non. Voilà. La plupart de nous c'est pas dans nos personnalités. Mais là c'est vraiment ça va au-delà du coup. C'est de nos valeurs, de nos propres convictions et de notre choix, de notre liberté de pouvoir disposer de notre corps et de notre santé à chacun. C'est un combat pour la liberté. C'est ça. Merci beaucoup.